l'objet, le but de cet exposé cette fois, je dirais qu'il est encore là, se situe à deux niveaux. Il y a bien sûr, je crois, l'intérêt historique de revoir un peu la question d'un possible espace pour la langue française dans le milieu universitaire, puisque le savoir commun, c'est qu'au sein de l'université, tout est en latin, à l'oral, à l'écrit, et que c'était une institution essentiellement latine. Et j'essaierai de montrer que il y a peut-être des nuances à apporter à cette thèse-là. Je ne veux pas vous laisser croire que tout se faisait en français à l'Université de Paris, mais qu'il y avait un espace pour la langue vernaculaire. Et d'autre part, ce qui est sous-jacent, c'est la question de la construction, pas seulement constitution, la construction d'un français écrit, lettré, qui, on le sait, s'est développé par des constants transferts du modèle latin vers la langue vernaculaire. Et là, je crois bien que l'Université de Paris a été un lieu de rencontre évidemment, c'était la plus forte concentration de clercs lettrés dans la France du Nord, et que ça a pu favoriser une diffusion, un apprentissage aussi sans doute du français écrit, pas dans les structures scolaires, mais simplement comme milieu social, un lieu où les gens vivent intimement, sont en contact, etc. Donc, c'est les deux aspects qui me semblent intéressants dans cette question. Au tout début, je vais afficher plein de citations en latin. Je vais me contenter de vous les lire ou de les résumer en français. Je ne vous imposerai pas mon vieux latin d'église de ma génération. Et puis, de toute façon, c'est pas, je pense pas que le latin soit maintenant une langue orale. L'historiographie prend généralement pour acquis qu'au Moyen Âge, les universités et les écoles en général étaient des institutions dans lesquelles le latin s'imposait comme la langue unique de l'enseignement, de la communication orale et écrite. On doit reconnaître que les textes réglementaires sur ce sujet sont rares, même pour une institution aussi importante que l'Université de Paris. Par exemple, on ne trouve aucun statut, aucune phrase dans les statuts de l'université qui ont été écrits au fil des siècles où on mentionnerait l'obligation de parler latin. Il faut plutôt se tourner vers les statuts des nombreux collèges créés autour de l'Université de Paris au XIVe siècle pour recueillir quelques précisions sur les usages linguistiques imposés aux maîtres et aux étudiants. Les collèges étaient des fondations créées par des grands personnages ecclésiastiques, de la grande noblesse, voire du roi ou de la reine, et des grands officiers royaux, qui les dotaient d'une rente pour leur assurer un revenu suffisant à perpétuité pour assurer l'entretien. Ces collèges accueillaient un nombre déterminé d'étudiants en fonction des ressources allouées par le fondateur du collège. On appelait des bourses. Alors, chaque collège pouvait avoir 10 bourses, 12 bourses ou 25 bourses qui permettaient d'accueillir autant d'étudiants. L'avantage d'être accueilli dans un collège pour les étudiants était qu'il leur fournissait d'abord le gîte dans Paris, le couvert et un encadrement religieux, l'accès à une bibliothèque et des enseignements complémentaires aussi. Donc, c'était avantageux pour un étudiant de poursuivre son cursus en étant rattaché à un collège. À l'occasion de mes travaux sur l'Université de Paris, dans un passé plus ou moins récent, j'avais constitué un corpus des statuts de collège, la plupart datant du 14e siècle, que j'avais trouvé soit dans des éditions déjà existantes, soit en manuscrit dans le fond des collèges aux Archives nationales. J'avais recueilli comme ça 30 statuts, et là-dessus, seulement 8 comportaient une certaine réglementation concernant la langue. Parmi ces 8, tous précisent que le latin était la seule langue permise dans l'institution. Mais la lecture attentive de certains statuts nous apprend déjà beaucoup sur le rapport entre le latin et le français à l'Université de Paris. Par exemple, les statuts du Collège de Navarre stipulent que
il s'impose que l'on parle habituellement en latin afin que par la pratique répétée, les collégiens s'expriment et parlent plus spontanément et mieux le latin. Outre qu'il confirme que l'usage du latin était obligatoire au collège, ces règlements précisent que l'obligation pour les étudiants d'utiliser exclusivement cette langue avait pour objectif pédagogique d'améliorer sa maîtrise par les étudiants. Le collège se voulait être un isolat linguistique, unilingue latin, favorable à l'apprentissage de la langue. Au Moyen Âge comme au 21e siècle, on estimait que les meilleures conditions d'apprentissage d'une langue sont la pratique et l'immersion. Précisons que les deux verbes du statut, proférante et loquantur, indiquent bien que la compétence à acquérir était celle du latin parlé. Au Moyen Âge, le latin était une langue seconde, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. Les statuts du collège du Plessis apportent des précisions supplémentaires. On voit que les étudiants devaient parler latin entre eux, aussi bien à l'intérieur du collège que lors de leur déplacement en ville. On devait entendre parler latin partout sur la rive gauche de la Seine à Paris. Le quartier mériterait bien un jour son nom de quartier latin. Le règlement ajoute que l'usage du français n'était permis qu'avec les personnes étrangères à l'institution et avec les gens illettrés. On notera que l'interdiction d'utiliser le français est immédiatement suivie de celle de tenir des propos malhonnêtes et honteux. On serait tenté d'ajouter grivois. On découvre peut-être là une raison morale d'interdire la langue vernaculaire et d'imposer le latin, car il donnait une image de respectabilité à ceux qui le parlaient. C'est une langue haute, donc parler latin, c'est bien, et je crois qu'il y a quelque chose de cette idée dans le statut. Les quelques éléments de législation scolaire que nous possédons semblent bien confirmer que ce qui le plus souvent est pris pour acquis, à savoir que le latin était la seule langue parlée et tolérée en milieu universitaire. Pourtant, il existe un statut de collège qui laisse place à l'usage du français dans le cadre du programme d'études. Chose encore plus surprenante, il s'agit d'un statut du collège de Cluny qui accueillait les membres de l'ordre bénédictin qui venaient étudier à Paris. Un article des statuts précise que, après Pâques, les étudiants devaient prononcer toutes les 2 semaines un sermon en français afin que par la pratique et les exercices, ils développent leurs compétences à diffuser partout la parole de Dieu en vernaculaire. Le statut prévoyait donc un apprentissage de la pratique oratoire en français dans le cadre de la formation universitaire des moines. À nouveau, constatons que les universitaires médiévaux reconnaissaient qu'une langue ne s'apprend bien que par la pratique. Mais il y a plus encore à tirer de ce texte réglementaire. On peut supposer qu'une bonne partie des étudiants bénédictins venaient de régions de France où l'on parlait le français et qu'ils étaient francophones, dirions-nous aujourd'hui. Pourtant, ils avaient besoin d'une formation particulière pour apprendre à prêcher en français. Déjà au Moyen Âge, on considérait que le registre plus élevé de l'art oratoire, plus élevé par rapport à la conversation courante, que posséder une langue à titre de langue maternelle ne suffisait pas pour pouvoir l'utiliser dans le registre plus élevé de l'art oratoire. La maîtrise de l'éloquence en français devait faire l'objet d'un apprentissage spécifique, même pour des moines francophones. Tel est le sens du statut du collège de Cluny. Mais le statut du collège de Cluny soulève une question encore plus fondamentale. Est-ce qu'en milieu scolaire, le cloisonnement entre culture latine et culture vernaculaire aurait été moins absolu que les historiens l'ont toujours supposé? Cette question mérite qu'on s'y arrête longuement et ce sera l'objet de la suite de mon exposé. Je voudrais vous présenter une vue d'ensemble sur la question de la place du français dans l'université en l'abordant par 3 approches historiques différentes, par 3 angles. 1. L'influence de l'apprentissage du latin sur le développement de la langue française lettrée. 2. La maîtrise de ce français lettré par les universitaires. Quelle était la qualité de la maîtrise de ce français lettré par les universitaires?
3. Le développement d'une pensée savante universitaire en français. Je rappellerai éventuellement chacun de ces sous-titres. Abordons la question de l'apprentissage du latin et le développement de la langue française lettrée. Le premier point que je voudrais mettre en évidence est que l'apprentissage du latin par les jeunes garçons à l'école, dans les petites écoles, transformait la conscience qu'ils avaient de leur langue maternelle, dans ce cas-ci, le français. L'acquisition des rudiments de la grammaire latine avait pour conséquence de développer chez eux une conscience grammaticale du français qu'ils avaient appris d'abord par mimétisme dans leur milieu familial. Cette prise de conscience leur ouvrait la voie à l'acquisition du registre lettré de leur langue, c'est-à-dire à l'acquisition de la capacité de lire et d'écrire dans cette langue. La première initiation au latin se faisait dans les petites écoles urbaines. En France, on les trouvait un peu partout dans les grandes villes et les petites. Il y a beaucoup de petites écoles au Moyen Âge, même si elles ne sont pas toujours faciles à saisir dans les sources. Dans ces écoles, l'enseignement du latin se fondait, entre autres, sur l'apprentissage des règles grammaticales élémentaires à l'aide du petit manuel de Donat, qui était un grammairien latin du IVe siècle. Déjà en 1968, Jean-Claude Chevalier notait qu'un tel apprentissage de la grammaire latine ne pouvait se faire sans la prise de conscience de la grammaticalité de la langue maternelle de l'élève. Par exemple, il pouvait difficilement comprendre la notion de nominatif sans comprendre parallèlement qu'en français, le maître remplit la fonction de sujet dans une phrase comme « le maître lit ». Et donc, il est au nominatif, pour citer un exemple souvent utilisé dans les manuels médiévaux inspirés de Donat. On connaît maintenant bien ces petits manuels d'enseignement du latin qu'utilisaient les maîtres des écoles grâce à plusieurs éditions, dont la plus riche est celle réalisée par Maria Colombo Timelli et qui regroupe 10 de ces manuels. Et comme ces manuels-là sont toujours dans des manuscrits très très peu soignés, on peut imaginer que la quinzaine ou la vingtaine qu'on connaît doit être qu'une minuscule proportion de ce qui a pu circuler au Moyen Âge. Ce n'est pas des manuscrits de luxe. Ces manuels exposaient les rudiments de la morphologie et de la syntaxe du latin, le plus souvent en français, mais à l'occasion en latin. Les règles qu'ils exposaient étaient illustrées à l'aide d'exemples, la plupart en latin, mais certains en français. En fait, ces manuels présentent une sorte de chassé-croisé entre le latin et le français, où on explique en français des textes latins. Parfois, on explique en latin des choses qui sont illustrées par une phrase en français. Il y a vraiment un mélange des deux langues, une rencontre des deux langues. En fait, ces grammaires transmettaient un savoir grammatical applicable aussi bien au latin qu'au français, inculquant de la sorte aux écoliers un rapport grammatical et réfléchi à leur langue maternelle. Citons ce court exemple relatif aux différents cas du substantif en latin. Vous voyez le nominatif, c'est l'imètre, le génitif, magistri, du maître, etc. Donc, on explique le système casuel et pour le français et pour le latin. En provoquant une réflexion grammaticale sur la langue vernaculaire, l'apprentissage du latin constituait une première étape vers l'acquisition d'une culture lettrée du français et une maîtrise réfléchie de la langue. Parvenus à une solide maîtrise du latin, les gens de savoir ne perdaient pas pour autant leur conscience réfléchie de la langue vernaculaire, même chez les universitaires. Celle-ci perce particulièrement lorsque le latin s'avère déficient pour l'exposé de questions grammaticales. À l'université, l'enseignement avancé de la grammaire se faisait en commentant les institutiones de Priscien, qui développe souvent des comparaisons entre le latin et le grec. Priscien était professeur de latin dans l'Empire d'Orient, donc il est continuellement amené à faire des rapports entre le latin et le grec. Un chapitre de l'ouvrage traite de l'article en grec. Devant le commenter, le grand universitaire du XIIIe siècle, Robert Kilwarby, se heurte
au fait que le latin ne possède pas d'article. Et donc, qu'il ne disposait pas d'exemple latin pour exposer le fait grammatical de l'article. Ne pouvant recourir au latin, il n'hésite pas à poursuivre son exposé en s'appuyant sur l'usage de l'article en français. Et je traduis son texte. Cela apparaît très clairement en français qui possède des articles. Si on dit « maître », le mot reste indéterminé quant à son cas et quant à sa place dans la phrase. En revanche, si on dit « lit-maître », on indique que le mot est au nominatif et on détermine du même coup sa place dans la phrase, montrant ainsi qu'il est l'agent de l'action, comme dans la phrase « lit-maître lit ». Par contre, si on dit « le maître », on marque ainsi l'accusatif et la place du mot dans la phrase comme récepteur de l'acte, comme dans la phrase « je vois le maître ». La théorie que l'article est le marqueur du cas en français fonctionne particulièrement bien en ancien français, où l'article au cas sujet, donc au nominatif, est « lit » et à l'accusatif « le ». Ainsi, on généralisait l'idée en soutenant que lit-maître est nominatif, le maître est accusatif, au maître vocatif, du maître génitif, et ainsi de suite. Cette théorie que l'article était marqueur du cas des substantifs sera reprise et perpétuée jusqu'au XVIIe siècle dans les grammaires du français. Pour sa part, un autre grand universitaire, Roger Bacon, met en relief la fonction dénotative ou référentielle de l'article. L'article précise la portée référentielle du mot. Et je paraphrase, Bacon nous apprend que pris isolément, le mot roi désigne une fonction politique sans désigner tel ou tel roi en particulier. Mais, nous dit Bacon, si je suis à Paris et que je dis « le roi vient », tous vont comprendre qu'il s'agit du roi de France. En revanche, s'il s'agit d'une visite en France du roi d'Angleterre, il faudra préciser « le roi d'Angleterre vient ». Alors, petite note en bas de page, Roger Bacon est probablement l'universitaire parisien le plus sensible aux phénomènes linguistiques et donc il est beaucoup utilisé par les historiens de la langue. C'est le seul où on trouve autant d'informations sur les questions linguistiques. Ces quelques exemples nous rappellent que l'expérience linguistique du français n'était jamais loin derrière celle du latin, même chez des universitaires de premier plan comme Kilwarby ou Bacon. Dans leur esprit, les deux idiomes entretenaient un rapport de langue en contact. Et j'insiste, la notion de langue en contact est vraiment une notion de la linguistique moderne pour désigner des langues qui sont effectivement utilisées souvent parallèlement par la même personne et donc susceptibles de s'influencer mutuellement. Donc, ce sont des langues en contact, même pour les universitaires. S'il arrivait que le français palliait des carences du latin, son contact avec la langue savante devait surtout contribuer à son développement comme langue lettrée et régie de façon réfléchie par la grammaire. Examinons maintenant mon deuxième point, la maîtrise du français lettré par les universitaires. Très tôt, dès le début du XIIIe siècle, des universitaires complétèrent leur maîtrise du français lettré en devenant eux-mêmes écrivains et orateurs dans cette même langue. On l'a déjà vu avec le statut du collège de Cluny. Je voudrais rappeler brièvement quelques conclusions d'une enquête que j'ai poursuivie dans le troisième chapitre de mon livre récent sur le Picard, que je consacre en entier à la place du français à l'Université de Paris. Je dois rappeler au départ que la forme écrite du français médiéval donc, variait selon la région d'origine des auteurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. D'une région à l'autre, l'orthographe pouvait conserver certains traits phonétiques de la langue parlée. Ainsi, je rappelle des choses, mais c'est bon de le répéter. Ainsi, le mot « échevin », par exemple, en région parisienne, pouvait s'écrire enfin, eschevin ou échevin, mais en région picarde, il devenait esquevin, dans la forme picarde. La même chose, le mot chancelier en picarde devenait cancelier,
Et ce trait du Picard s'est conservé jusque dans le Picard moderne, on le voit dans les enquêtes linguistiques. Et il y a d'autres traits. Il reste que ces traits distinctifs restaient minoritaires dans un texte et que le français écrit dans les différentes régions partageait un très important fond commun. Donc, techniquement, on appelait scripta les différentes façons régionales d'écrire le français. Donc, je rappelle la carte. Je m'excuse, je n'étais pas certain si c'était le même public pour les deux conférences. Donc, c'est presque le même public. Donc, je répète certaines choses que j'ai déjà exposées. Donc, et je rappelle ce que je disais tout à l'heure, j'insiste toujours sur l'anglo-normand, la scripta d'Angleterre, et j'ajoute à ce que j'ai dit l'importance de l'anglo-normand dans l'histoire de la langue française est absolument capitale. Il n'est qu'à rappeler que la chanson de Roland, qui est le texte fondateur de la littérature française, le premier manuscrit, il est anglo-normand. Et qu'il y a un inventaire assez récent de tous les textes médiévaux écrits en anglo-normand qui recense un peu plus de 900 textes. Donc c'est énorme la production littéraire en anglo-normand. Bien qu'appelée à devenir dominante au cours des 2 derniers siècles du Moyen Âge, la scripta parisienne, qui est ici désignée avec son ancien mot de francien, et qui est vraiment l'ancêtre du français actuel, cette scripta n'a paru que lentement dans les textes au cours de la première moitié du XIIIe siècle, alors que la scripta anglo-normande s'était développée un siècle auparavant et que la picarde était déjà très vigoureuse vers 1200. Donc, curieusement, si vous voulez, la façon parisienne d'écrire le français, c'est la scripta qui apparaît le plus tardivement dans l'histoire de la langue française, et très timidement au départ dans des textes. En accord avec l'ouvrage d'Alain Corbellari, je constate que les plus anciens textes écrits dans la scripta parisienne se trouvent presque tous, d'une façon ou d'une autre, en lien avec le milieu universitaire. C'est Corbellari qui a constaté la chose la première fois, et c'est très, très important. L'auteur le plus ancien à écrire en scripta parisienne qu'on peut retracer est Henri d'Andely. On lui doit la bataille des vins. Bon, là, il n'y a évidemment aucun lien entre l'alcool et le milieu universitaire. Mais il y a le lait d'Aristote, le dit du chancelier Philippe et la bataille des 7 Arts. Et la bataille des 7 Arts, c'est une parodie d'un combat entre les logiciens de Paris et les rhétoriciens de l'Université d'Orléans. Donc, on ne peut pas avoir plus universitaire comme texte. Par la suite, on trouve Jean Le Teinturier d'Arras, qui est de la seconde moitié du XIIIe siècle, qui a écrit un mariage des 7 Arts, inspiré de Marcianus Capella, et surtout, évidemment, Rudebeuf, mort en 1285, dont plusieurs laits portent sur des sujets universitaires. Pensons entre autres à un de ces laits, La discorde de l'université et des Jacobins, écrit vers 1254-55, un poème dans lequel il prend parti pour les maîtres séculiers contre les mendiants, dans la célèbre querelle qui les opposa à cette époque à propos du droit de nomination des professeurs en théologie à l'Université de Paris. Les mendiants voulaient que 2 postes de professeurs de théologie leur soient réservés, alors que la tradition universitaire était que c'était le corps universitaire qui attribuait les chaires. Et ça a mené à des luttes, des grèves, etc. Le pape Alexandre IV, lui-même un franciscain, soutint sans réserve les mendiants dans leurs revendications et dans une bulle de 1259 visant à la fin définitive à la pacification définitive du milieu scolaire, il recommanda de jeter au feu les ouvrages et poèmes écrits en latin, in litterali sermone, ou en français, in vulgari sermone, contre les mendiants. Ce texte, si on le lit attentivement, les rimes et les cantilènes indécentes écrites récemment, ça me semble viser en particulier Rudebeuf, les textes de Rudebeuf. On pourrait penser que les auteurs français évoluaient aux marges de l'Université de Paris, mais que celle-ci, dans son sein même, dans son milieu le plus intime, ne laissait aucune place à l'écriture vernaculaire. Ce serait ignorer un autre pan des écrits en français parisien
du XIIIe siècle, qui, eux, se rattachent clairement à l'activité pastorale qui importait tant à la faculté de théologie et dont un écho nous est parvenu dans les statuts du collège de Cluny. On sait que Maurice de Sully, aurait composé un recueil de sermons en latin entre 1168 et 1171. Il exista très tôt une version française de l'œuvre dont on hésite à attribuer la paternité à Maurice de Sully lui-même, mais qui, chose certaine, date au plus tard des années 1220. Dans son grand livre sur la prédication, Nicole Berrioux a fait valoir qu'à partir des années 1230, la prédication devint un enjeu majeur de la formation des théologiens. J'aimais bien, moi, l'expression du père Bataillon qui disait « Au fond, la faculté de théologie de l'Université de Paris, c'était le grand séminaire au XIIIe siècle. » Et je crois que le père Bataillon connaissait suffisamment bien la faculté de théologie pour être une autorité, et je me rallie à son assertion. Des exercices étaient prévus à cet effet et les maîtres prêchaient dans les églises parisiennes. Nicole Berrioux fournit des attestations d'une prédication en français par des théologiens universitaires aussi importants que Pierre de Limoges, Robert de Sorbon, Jean d'Abbeville ou Raoul de Châteauroux. Il faut ajouter au dossier des écrits français émanant de l'Université de Paris la traduction de la Bible, dite Bible du XIIIe siècle ou Bible de Paris, effectuée entre 1220 et 1260. La date reste encore un peu floue. Il s'agit de la plus ancienne traduction vernaculaire complète de la Bible en Occident, destinée vraisemblablement à des laïcs de haut rang. Elle était accompagnée de gloses tirées de la glose ordinaire et des postilles de Hugues de Saint-Cher. Ce travail ne peut être complété que dans un milieu bien pourvu de livres et par une équipe de traducteurs spécialistes d'exégèse. Tout laisse croire que ce travail doit être attribué à des universitaires parisiens et, à mon avis, fort probablement des dominicains, comme le laissent supposer les emprunts à Hugues de Saint-Cher, dont les postilles sont exactement contemporaines. On voit que les traducteurs avaient accès directement aux postilles, donc de là à penser qu'ils étaient dominicains, il n'y a qu'un pas qu'on hésite à peine à franchir. La connaissance du français se vérifie également chez quelques grands universitaires anglais ayant fréquenté Paris. Les deux témoignages d'une réflexion grammaticale en français cités plus haut venaient de deux universitaires anglais qui avaient étudié à Paris, Robert Kilwarby vers 1235 et Roger Bacon un peu plus tard. On note même que dans la phrase de Bacon, il écrit « Lireis vin », « reis » est écrit pour « roi » et « vent » pour « vient », ce sont deux traits anglo-normands. Si ni l'un ni l'autre ne furent les auteurs d'œuvres en français, on connaît deux autres universitaires anglais de la même époque, dont ce fut le cas. Le premier, et non des moindres, est Robert Grossetête, qui étudia en théologie à Paris de 1209 à 1214, puis retourna ensuite dans son pays d'origine et devint évêque de Lincoln. Outre l'anglais, il maîtrisait un peu d'hébreu et connaissait bien le français, le latin et le grec. Il fit les traductions d'œuvres grecques en latin. Il rédigea des ouvrages savants en latin, mais on lui doit aussi une œuvre en anglo-normand, Le Château d'amour. Écrit autour de 1215, ce long poème raconte, sous forme allégorique, l'histoire du salut. Le second universitaire qui nous intéresse est Jean Peckham, né vers 1220 et qui étudia également à Paris et qui termina sa carrière comme archevêque de Canterbury de 1279 à 1292, ce qui en faisait le primat de l'Église d'Angleterre, bref, le plus grand personnage ecclésiastique d'Angleterre. Auteur de traités théologiques et philosophiques en latin, il nous reste de lui 32 lettres en anglo-normand, dont plusieurs datent de son époque, de l'époque de son archiépiscopat. L'approche par la seule histoire littéraire pourrait laisser croire que les universitaires maîtrisaient le registre lettré du français, qui maîtrisaient le registre lettré du français, restait l'exception. Mais l'étude de la question par le biais de l'histoire sociale de l'Université de Paris permet d'avancer l'hypothèse qu'une masse importante d'étudiants devait posséder, au terme de leurs études universitaires, une certaine maîtrise de la lecture et de l'écriture en français. C'est ce que l'on peut déduire des acquis de la recherche historique des 40 ou 50 dernières années. Un premier point important concerne l'ère de recrutement de l'Université de Paris.
même si une brochette de noms de maîtres illustres, qui sont toujours cités, et puis habituellement sont des théologiens et le plus souvent des membres des ordres réguliers, il y a une brochette de tels théologiens qui pourraient laisser croire à un recrutement européen de l'Université de Paris. Mais les sources nominatives, comme les rôles de suppliques adressés au pape par l'université pour obtenir des bénéfices ecclésiastiques pour ses membres, montrent qu'à la fin du Moyen Âge, l'Université de Paris recrutait la majorité de ses étudiants dans la moitié nord de la France, c'est-à-dire en pays de langue française, en pays d'Oil, et dans les régions de langue germanique avoisinantes, comme la Flandre, le Brabant et les Pays-Bas. Par ailleurs, de très nombreux travaux ont contribué à démontrer que les études universitaires constituaient un facteur de promotion sociale pour un grand nombre en leur permettant d'accéder à des postes avantageux au service de l'Église ou des nombreuses administrations publiques de l'époque. Lorsqu'on fait le tour des carrières qui s'offraient aux diplômés de l'Université de Paris, on constate évidemment que la plupart exigeaient la maîtrise du latin, mais qu'un très grand nombre exigeait également la maîtrise de la lecture et de l'écriture en langue française. Ceux qui se dirigeaient vers la prêtrise et l'encadrement des fidèles, des simples curés jusqu'aux évêques, devaient maîtriser leur oratoire en français. De même, je l'avais dit, le sacrement de la confession s'administrait pour l'essentiel en français. Dans tous les cas, le ministre devait savoir exprimer en vernaculaire les connaissances théologiques ou canoniques de base apprises en latin à Paris. La nécessité d'une bonne maîtrise du français s'imposait encore davantage à ceux qui poursuivaient des études en droit, qui ouvraient la porte à de lucratives carrières. Suite à une interdiction qui avait été faite en 1219 par le pape Honorius III, l'Université de Paris ne pouvait dispenser que des enseignements de droit canon. L'enseignement du droit romain était entre les mains de l'Université d'Orléans. On sait qu'à Paris, les étudiants en droit canon étaient probablement 2 fois plus nombreux que ceux en théologie. Si j'allais vite, je vous dirais que la faculté de théologie, c'est d'abord un lieu pour les ordres mendiants et qu'un séculier qui veut faire une belle carrière va étudier en droit canon et non pas en théologie. Plusieurs allaient compléter leur formation à Orléans pour devenir spécialistes dans les 2 droits, comme on disait au Moyen Âge. Durant la seconde moitié du XIVe siècle, il s'ajouta l'Université d'Angers, qui elle aussi n'enseignait que le droit. À la fin du XIVe siècle, on estime qu'ensemble, Orléans et Angers comptaient pas moins de 1200 étudiants. Tous les historiens des universités reconnaissent que le droit fut de loin la formation dominante dans les universités de la fin du Moyen Âge. La formation en droit canon s'offrait comme la voie royale pour une belle carrière ecclésiastique. Hélène Millet, qui a étudié les chanoines de Laon entre 1272 et 1412, relève que sur 201 chanoines ayant étudié dans l'une des 3 facultés supérieures de l'université, 150 avaient une formation en droit, 25 en théologie et 16 en médecine. Je crois que c'est très, très significatif. Mais ce qui importe davantage pour mon propos, c'est l'importance du développement au cours du XIIIe et XIVe siècle des administrations publiques, royales, princières et urbaines qui recrutaient un nombre croissant d'officiers et dont le fonctionnement reposait de plus en plus sur l'écrit. Si on accepte l'administration royale de France qui recourait au latin et au français, aux 2 langues, pour ses écritures, dans toutes les autres administrations publiques en pays de langue française, qu'il s'agisse des principautés ou des villes, on écrivait essentiellement en français. S'ajoute l'Angleterre. Le français et le latin se partageaient le champ des écritures royales et princières et urbaines, comme je l'ai montré tout à l'heure. En France comme en Angleterre, la pratique et l'exercice de la justice ouvraient des horizons attirants pour les diplômés. Dans la France du Nord de droit coutumier, presque sans exception, les écritures se faisaient en français,
qu'il s'agisse des contrats, des documents relatifs à l'exercice de la justice ou des mises par écrit, des statuts, des coutumes, etc. Seul le Parlement de Paris utilisait les deux langues à l'image de l'administration royale. Quant à la pratique du droit en Angleterre, elle reposait également sur l'usage des deux langues, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ajoutons, et ça c'était beaucoup moins, on a porté beaucoup moins attention à la chose, que la connaissance du français écrit s'imposait aux officiers néerlandophones qui œuvraient au service des administrations princières et urbaines dans leur région d'origine, en particulier dans le comté de Flandre, qui était un centre économique et commercial de toute première importance en Europe. J'ai avancé dans mon dernier livre que leur séjour à Paris pour y poursuivre des études pouvait s'avérer une étape importante dans l'apprentissage du français par les néerlandophones. Il faut préciser que les étudiants néerlandophones qui venaient de Flandre étaient rattachés à la nation picarde. Donc la nation picarde est une nation, à mon avis, à peu près bilingue, c'est-à-dire qu'une moitié des étudiants étaient francophones et l'autre moitié néerlandophones. Ça devait être un endroit assez privilégié pour les néerlandophones pour apprendre le français. À côté des gradués des facultés supérieures, plusieurs pouvaient passer quelques années à l'université sans obtenir de grade, mais développer une certaine familiarité avec la culture écrite. Ils en avaient appris suffisamment pour exercer des fonctions administratives mineures de scribe au service d'une administration ou bien de maître dans les petites écoles. Ça, c'est assez connu. Les maîtres des petites écoles étaient souvent des gens qui n'avaient même pas terminé la faculté des arts, mais qui se débrouillaient en latin et puis pouvaient enseigner. Le statut du Collège de Cluny suggère que l'usage oratoire du français exigeait une formation particulière. Nous avons vu également que l'apprentissage du latin dans les écoles urbaines permettait aux élèves d'acquérir une première conscience grammaticale de leur langue maternelle. Ces indices s'accordent avec ce fait admis par tous les linguistes qu'acquérir une langue enfant par mimétisme et savoir l'écrire et l'utiliser dans des registres plus élevés relève de processus d'apprentissage complètement différents. Si le milieu familial suffit pour le premier apprentissage, le second, le français lettré, passe le plus souvent par l'école. Cela nous amène à devoir affronter deux questions sur lesquelles les sources médiévales sont presque muettes. La première est par quel processus les garçons qui suivaient un cursus scolaire complet depuis l'enfance à la petite école jusqu'à l'université acquéraient-ils la bonne maîtrise du français lettré qui leur permettait de prêcher, de plaider, de rédiger des chartes, des lettres, des documents comptables ou judiciaires ou encore une œuvre littéraire. J'aime bien sous ce rapport l'exemple de Gerson, qui vient des Ardennes, donc qui enfant devait parler un français très très marqué. Et si vous lisez du Gerson, c'est un français parisien absolument merveilleusement contrôlé. Enfin, je ne dirais pas que c'est du français moderne, mais presque. Comment il est passé de sa langue maternelle à ce français très raffiné. La seconde question concerne directement le milieu universitaire. Peut-on imaginer que le milieu universitaire serait resté indifférent à la nécessité pour une partie importante de leurs gradués de bien maîtriser le français lettré, lu et écrit? D'emblée, je dois admettre que je ne possède que quelques éléments de réponse à ces questions, pourtant capitales et incontournables pour l'histoire de la régulation sociale et de l'encadrement des hommes au Moyen Âge. Les archives exceptionnellement riches sur les écoles de la ville de Valenciennes lèvent le voile sur le premier niveau d'un apprentissage du français lettré. La ville disposait de 2 grandes écoles et de nombreuses petites écoles. On distingue les petites écoles et grandes écoles dans ces villes du Nord. À différentes reprises, les sources désignent les magni scolae, les grandes écoles, comme des scolae latini, les grandes écoles du latin, alors que les petites écoles sont dites scolae sine latino, ou écoles sans latin. J'étais très, très, très excité quand j'ai trouvé ça, parce que c'est les seuls témoignages que je connaisse qui soient aussi précis. À la fin du 15e siècle, Valenciennes comptait 25 petites écoles pour une ville de 10 000 habitants. Ces écoles étaient sous l'autorité de l'écolade de l'abbaye Saint-Jean qui en désignait les maîtres. On possède plusieurs actes de notaires pontificaux du 15e siècle
attestant du serment prêté par l'écolâtre, prêté à l'écolâtre par le maître au moment de prendre ses fonctions. Plusieurs décrivent ainsi la matière que le maître doit transmettre. Je ne cite pas le latin, mais je cite les traductions françaises. Il enseigne les lettres sans aller jusqu'au latin et à la grammaire de Donat. Parmi les autres formules décrivant la charge du maître, on lit qu'il enseigne en français et un peu plus. On sent qu'on est à la frontière entre le français et le latin. On met un peu, en français populaire, je vous dirais, on mettait un peu une orteille dans le latin, mais on s'appuyait beaucoup sur le français. On dit aussi qu'il enseignera aux écoliers à lire et à écrire. Ou encore, les lettres et la lecture, tant en français qu'en latin, sans toucher aux règles de grammaire et sans aborder le Donat. On sait qu'on initiait à la lecture avec des textes latins sans que les enfants les comprennent. Donc, on apprenait à reconnaître les lettres, finalement. Mais le document le plus révélateur date du 16 juillet 1426. Reprenant les formules usuelles concernant la grammaire latine, il ajoute cette précision que le maître va, et là je le cite en latin, « pueros docere in grammaticalibus gallicis ». Il va enseigner aux enfants les règles grammaticales françaises. Les petites écoles de Valenciennes n'avaient finalement pas pour première mission d'enseigner le latin. Ils s'en approchaient, mais la première mission, c'était l'enseignement de la lecture et de l'écriture en français. C'est un témoignage exceptionnel, je ne connais rien d'autre de semblable, mais je suis porté à penser qu'on peut, au moins pour le nord de la France, le reporter sur d'autres villes. J'ai un témoignage concordant qui nous vient de la ville de Douai, qui a été découvert par Robert Jacob. Je crois que j'ai l'image. Oui. Il vient d'une source judiciaire. Donc, il s'agit d'un procès autour d'un testament. Et on voit dans le compte-rendu du procès que le testament, on l'avait jeté au feu, mais que la femme le rattrapa hâtivement, mais qu'il était un peu racorni, donc il n'y avait plus de valeur juridique. Mais la fille de la femme du dit Pierre apprenait à lire avec ce testament et l'apportait à l'école. Donc, et le testament est en français dans le Nord, ça, il n'y a aucune hésitation. Devenu périmé, un acte écrit pouvait trouver un dernier usage à titre de matériel pédagogique pour l'apprentissage du français. Au surplus, ce témoignage nous rappelle que les jeunes filles étaient également scolarisées dans les écoles qui leur étaient réservées, tenues par des maîtresses. Souvent, quand on arrive à des statistiques, il y a toujours moitié moins d'écoles de filles que d'écoles de garçons. Pour Paris, c'est très clair. Est-ce que le séjour à l'université contribuait à perfectionner les premières connaissances du français acquises dans les petites écoles? Aucune source ne permet de le confirmer. En même temps, force est d'admettre qu'on connaît mieux l'activité intellectuelle déployée à l'Université de Paris par la production de ses membres que par la législation sur les programmes qui demeurent, somme toute, assez minces. Sous ce rapport, nous avons vu que pour le 13e siècle, le milieu universitaire parisien semble avoir permis l'écriture d'un certain nombre d'œuvres en langue vernaculaire, comme je l'ai noté tout à l'heure. Lorsqu'on s'avance au 14e et 15e siècle, on constate qu'un nombre croissant d'hommes formés à l'université, ou parfois même universitaires, ont écrit en français, particulièrement pour le compte des rois et des grands princes. J'arrive à mon troisième point. L'émergence d'une pensée savante en français au 14e siècle. Donc d'un véritable discours universitaire, mais en français. Examinons les circonstances. Une troisième approche pour comprendre la place du vernaculaire dans l'Université de Paris nous est offerte par l'intense activité de traduction d'ouvrages savants en français, commandités par les rois de France, depuis Philippe le Bel, l'initiateur du mouvement, jusqu'à Charles V, qui l'érigea en véritable politique d'État. Ce mouvement se poursuivit au 15e siècle, principalement soutenu par les ducs de Bourgogne. Le phénomène a donné lieu à de nombreuses études.
et même a été surétudié ces dernières années, si je peux dire. Vu la nature des ouvrages traduits principalement à caractère didactique, on peut supposer que la plupart des traducteurs avaient une formation universitaire. On sait d'ailleurs que certains d'entre eux furent des universitaires de premier plan et qu'ils apparaissent à ce titre dans les sources de l'Université de Paris. Je pense à des gens comme Pierre Bersuire, Denis Foulchat, Jean Gaulin ou Nicole Orem. Les traductions sont souvent accompagnées d'un prologue, dans lesquels le traducteur livre à l'occasion ses réflexions sur le rapport entre le français et le latin comme langue d'expression du savoir. Plusieurs se plaignent des carences de la langue vernaculaire face au latin. Leur premier argument concerne le lexique français qui ne possédait pas à leurs yeux le vocabulaire technique adéquat pour rendre les mots savants latins. Traduisant les décades de Tite-Live pour le roi Jean le Bon, Pierre Bersuire déclarait bon, on n'a pas en langage français les mots propres pour dire ce qu'il est dit en latin, et il faut s'en tirer par de grandes déclarations et circonlocutions pour donner à entendre ce que les mots latins signifient. En fait, les traducteurs palliaient les lacunes lexicales du français en traduisant les mots latins soit par des périphrases, soit par des doublets, soit en créant des mots nouveaux, des néologismes. Et évidemment, comme je mentionnais tout à l'heure, latiniser un mot vernaculaire français était facile, franciser un mot latin était tout aussi facile. Donc, on fait beaucoup de calques du latin. Certains accompagnèrent leurs œuvres d'un lexique des néologismes ainsi créés. Les études linguistiques modernes confirment que le registre abstrait du lexique français actuel doit beaucoup aux traductions du 14e siècle. Donc, il y a beaucoup de mots français abstraits aujourd'hui qui sont nés sous la plume des traducteurs royaux. Le second motif d'insatisfaction des traducteurs concernait l'infériorité rhétorique du français face au latin. Traduisant pour Charles V l'allégorie morale Bonum de Apibus de Thomas de Cantimpré, un dominicain du XIIIe siècle, Henri de Trévoux affirme, et le sens de sa phrase, c'est « Quand je l'écris en français, le texte perd de son ampleur rhétorique, l'ampleur de rhétorique qu'il a en latin. » Il y a un décalage stylistique entre les deux langues, et le latin ne paraît jamais de façon aussi ample et aussi belle lorsqu'il est mis en français. Presque unanimement, les traducteurs s'entendaient sur la difficulté de traduire à cause de l'infériorité du français face au latin lorsqu'il s'agissait d'exposer le savoir. Mais je serais porté à ajouter dès maintenant, ils y arrivaient quand même. Et Joël Ducos a fait remarquer que quand on traduit 400 pages de latin, à la fin, on devient plus habile qu'au début. Et donc, que l'acte de traduction est déjà un acte d'appropriation des compétences savantes du latin en français, et que la deuxième fois que le roi demande une traduction, ça devait quand même être moins difficile. Donc, il y a une dynamique dont ne rendent absolument pas compte les citations que je viens de donner, mais que depuis récemment, on met bien en évidence. Un seul traducteur dépassa ses considérations négatives sur l'état de la langue pour avancer l'idée que la traduction est un facteur de progrès pour le français. Il s'agit de Nicole Orem, un maître célèbre, c'est un des grands intellectuels du XIVe siècle. Il construisit son argument sur le motif de la translatio studii, qu'il remodela d'une façon absolument originale. Dans un prologue commun à sa traduction de l'éthique et de la politique d'Aristote, vers 1374, Orem constate d'emblée que le latin ne rend pas toujours adéquatement le grec d'Aristote. Il reconnaît néanmoins la très nette supériorité du latin sur le français pour l'expression du savoir. Mais, ajoute-t-il, le latin n'a pas toujours joui dans le passé de cette supériorité. Et là, il s'appuie sur un témoignage de Cicéron. Je vais résumer l'argument qui est là. Il faut savoir qu'à l'époque de Cicéron, et même jusqu'à la fin de l'Antiquité,
la scolarisation supérieure se faisait en grec à Rome. À Rome, et les Romains allaient en Grèce apprendre le grec, allaient étudier dans les écoles à Athènes, etc. Et donc, le latin se percevait en état d'infériorité par rapport au grec. Et Cicéron en rend compte et il dit, en quelque sorte, ça suffit, on serait capable d'exprimer en latin, il ne faut pas toujours passer par le grec. Donc, il y a un très beau texte là-dessus. Et Orem le reprend en disant, c'est la même chose aujourd'hui. Le français est inférieur au latin, mais il pourrait bien connaître la même évolution que le latin et devenir une langue aussi adaptée à l'expression du savoir que l'est le latin aujourd'hui. Et surtout, il dit, j'attire votre attention, quand il rappelle que quand le latin est inférieur, le latin est inférieur au grec, et pourtant, en ce pays, regardez la dernière phrase, en ce pays, le langage commun et maternel, c'était le latin. Dire que le latin était une langue maternelle au 14e siècle, c'est complètement révolutionnaire parce que le latin est la langue sacrée, la langue du savoir. Et tout à coup, il casse le système en disant, le latin, ça a déjà été une langue maternelle, comme le français est une langue maternelle, et le français pourrait bien connaître la même destinée que le latin. C'est absolument génial. Il est le seul... ou si vous êtes un peu plus érudit sur la question, il y a son neveu Guillaume Orem qui a repris l'idée. Mais il est le seul à casser comme ça cette image du latin en disant, après tout, c'était la langue maternelle des Romains. Définir définir le latin comme la langue maternelle des Romains ne distinguait plus le latin du français. La thèse avait quelque chose de révolutionnaire. Elle heurtait de front tout ce qui s'était écrit depuis le 13e siècle sur le rapport entre les deux langues, et même avant le 13e siècle, qui plaçait le français dans une situation de langue basse par rapport à la langue haute, qui était le latin. Et là, je vous donne une des plus belles... Cette citation ramasse à peu près tout ce qu'on a pu écrire sur la question. C'est par un grammairien de la fin du 14e siècle, Henri de Crécy. Et là, vous pouvez lire, il y a tout sur l'infériorité, l'instabilité des langues vernaculaires, alors que le latin descend du grec, qui lui-même descend de l'hébreu, et l'hébreu, c'est la langue dans laquelle Dieu a enseigné à Adam ses premiers mots, donc évidemment, c'est la langue sacrée. Alors, cette théorie-là de l'hébreu comme langue d'origine, je crois qu'elle a été prise au sérieux jusqu'au 17e siècle au moins. Et évidemment, il est utile de vous dire que le grec descend de l'hébreu et le latin du grec tient assez mal la route d'un point de vue moderne, mais ça permettait de fonder le caractère sacré du latin et de l'opposer aux langues vernaculaires. En réalité, le rapport entre le français et le latin, quant au savoir, fut vraisemblablement plus complexe que ne laissent entendre les traducteurs et les grammairiens du 13e siècle que je viens de citer. C'est à juste titre que Joël Ducos rappelle que traduire, et je cite, c'est aussi une rhétorique transposée en français, soit celle du discours universitaire, habile à gloser et à disputer. Nicole Orem en fournit un exemple éclatant dans sa traduction de la politique d'Aristote, où il exprime en français une pensée savante tout à fait originale à l'occasion de certaines gloses élaborées en forme de questions disputées à la manière universitaire. Et on sait que ces gloses très élaborées, qui sont une réflexion politique sur sa période, ne doivent rien aux gloses latines de la politique d'Aristote. C'est vraiment une pensée originale qui est conçue, créée et exposée en français dans la forme universitaire de la question, avec le pour, le sed contra et la conclusion du maître. Edward Grant, grand historien des sciences américain, constate la même chose pour les commentaires du De Cello d'Aristote par Orem. Orem a une œuvre de jeunesse en latin qui est un commentaire du De Cello, qui est une œuvre très, très académique.
Et plus tard, une vingtaine, une trentaine d'années plus tard, il a traduit le même traité pour le Charles V, et c'est le livre du ciel et du monde, dans lequel les gloses, nous dit Grant, et qui est une grande autorité dans ce domaine, sont beaucoup plus intéressantes au plan scientifique que dans le De Cielo. Donc, il dit, si on veut vraiment avoir la pensée d'Orem sur les questions physiques, il faut lire son commentaire français et non pas son commentaire latin. Là encore, on voit qu'ils étaient capables d'une pensée originale dans la langue vernaculaire. En somme, tout suggère que certains traducteurs royaux possédaient une certaine aisance à exposer une pensée savante en français au moment d'entreprendre les travaux que le roi leur commandait. Ils pouvaient même élaborer des idées nouvelles en vernaculaire sans la médiation du latin. Là, on peut peut-être imaginer qu'on faisait un premier jet en latin, mais il y a le même phénomène avec le songe du verger. Là, on a la version latine primitive, en latin, le somnium, j'oublie, et la version finale en français. On a l'impression que la version latine est une sorte d'esquisse, mais que la version la plus complète, c'est le songe du verger français. Donc, il se peut qu'il y ait eu des esquisses en latin. Il s'agit là d'apport nouveau à la recherche sur une question fondamentale de l'histoire intellectuelle du 14e siècle français, dont on est loin d'avoir exploré toutes les facettes. Je termine sur une longue conclusion réflexive sur ce phénomène. Au terme de ce survol des diverses avenues qui s'ouvrent pour analyser la place du français dans le milieu universitaire parisien, il faut conclure à un certain paradoxe. D'un côté, la législation scolaire tendait à repousser la langue vernaculaire aux marges de l'Université de Paris. S'attaquant à la mise en français d'ouvrages savants, les traducteurs étaient presque unanimes à reconnaître les carences importantes du français par rapport au latin pour l'expression du savoir. On pourrait ajouter aux citations que j'ai citées bien d'autres sources du XIIIe ou du XIVe siècle qui tous affirment la supériorité du latin par rapport au français. Donc, le discours semble reconnaître un fossé infranchissable qui séparait les deux langues quant à leur nature et à leur capacité expressive. Ce sont toutes ces sources qui m'ont fait soutenir jusqu'à tout récemment le caractère diglossique du rapport entre le latin et le français au Moyen Âge, c'est-à-dire ce fait que le latin avait des capacités expressives dont le français était incapable, et qu'en ce sens-là, chacune des deux langues avait sa spécialité propre. C'est ce qu'on appelle deux langues dans une situation de diglossie, lorsque deux langues ne sont pas interchangeables dans l'expression, dans certains registres d'expression. Et là, le discours universitaire, c'est que les deux langues ne sont pas interchangeables pour l'expression savante. D'un autre côté, la place effective du français aux côtés du latin en milieu universitaire suggère plutôt une situation de langue en contact et non pas de langue coupée l'une de l'autre. Ce rapport s'établissait dès le tout début de l'apprentissage du latin par les jeunes élèves et il se confirmait par la suite par certains enseignements universitaires et surtout par les textes écrits en français dans le milieu de l'Université de Paris. Au XIVe siècle, de grands savants universitaires se montraient capables d'exposer une pensée originale en langue vernaculaire, alors que l'écriture en français était le lot quotidien d'un très grand nombre d'officiers royaux, princiers et urbains. On note d'ailleurs que le français des XIVe et XVe siècles se distingue de celui des siècles antérieurs par une certaine latinisation de son vocabulaire, de sa syntaxe et de son orthographe. On note bien que c'est un français qui se hausse, si vous voulez, en imitant de plus en plus le latin. Oui, j'ai le temps vite. J'ai étudié un phénomène orthographique à la Chancellerie royale qui écrivait, qui jusqu'à Philippe VI, donc 1328, écrivait essentiellement en latin. Et on sent que les gens de la Chancellerie préfèrent le latin. Et en octobre 1330 visiblement, Philippe VI leur impose d'écrire dorénavant principalement en français. Et on le voit dans les sources
les chartes passent du latin au français, et ça s'est fait exactement en octobre 1330. En même temps, j'ai noté que sur une période de 10 ans, ça s'est fait très, très vite, alors que le personnel de la chancellerie change très peu, on latinise complètement l'orthographe. Pour notre malheur, c'est à ce moment qu'on commence à avoir toutes ces consonnes qu'on ne prononce pas, mais qui rappellent l'étymologie du latin. Le mot « temps » n'avait pas de « p » en ancien français, mais il en acquiert un. Et là, je pourrais vous en citer. En français du 14e siècle, c'est effroyable le nombre de consonnes comme ça qu'on appelle consonnes quiescentes, et qui rappellent simplement l'étymologie du latin. Et l'interprétation, c'est que les notaires de chancellerie se sont dit, bon, on écrit en français, mais on va essayer de donner une orthographe qui a quand même un peu la dignité du latin. Et c'est l'interprétation. Et je ne suis pas le seul à la soutenir. Et donc, au niveau du lexique, évidemment, tous les calques qu'on crée, les traductions, etc., il y a vraiment une relatinisation du français où on peut dire le français acquiert son registre lettré et savant porté par le latin. Et donc, il s'agit bien de deux langues en contact et non pas d'une situation de diglossie. Pourquoi alors ce décalage entre le discours négatif des universitaires sur le rapport entre le latin et le français et l'expérience quotidienne de ce rapport qu'ils avaient? La réponse pourrait tenir au caractère idéologique du discours dont j'ai présenté plusieurs citations. De la réforme grégorienne au Concile de la 34, la politique constante de l'Église fut de renforcer la séparation entre le monde des clercs et celui des laïcs. Dans la société française de la fin du Moyen Âge, les clercs bénéficiaient de nombreux privilèges qu'ils devaient défendre contre les empiètements du pouvoir royal qui se faisait de plus en plus menaçant à ce sujet depuis le règne de Philippe le Bel. Lorsque les tribunaux laïcs voulaient contester le statut clérical d'un accusé qui, par ce biais, tentait de leur échapper, leur premier geste était de vérifier s'il savait lire le latin. L'échec à ce test rangeait automatiquement le malheureux parmi les laïcs et le privait des privilèges de l'Église. Je dis malheureux parce que l'Église n'utilisait pas la torture alors que les tribunaux royaux l'utilisaient. Et donc, on comprend que certains aient voulu revendiquer leur statut de clerc pour éviter la robustesse des tribunaux laïcs. Et puis la perte de leurs privilèges, surtout, qui sont très, très, très importants. Comme Henri de Crécy l'affirmait à la fin du 14e siècle, le latin était la langue des clercs et le vernaculaire la langue des laïcs. Mais, à bien y penser, ces propos qui affirmaient la différence de nature entre le latin et le français n'étaient-ils pas qu'une manifestation d'un discours plus global de la défense des privilèges cléricaux? Tel serait le sens réel de l'opposition inlassablement répétée par les clercs médiévaux entre le latin, langue des clercs, et le vernaculaire, langue des laïcs, qui faisaient du latin leur langue identitaire. Le discours des universitaires fut d'une efficacité redoutable, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Car jusqu'à récemment, les historiens l'ont lu au premier degré sans en détecter la nature idéologique. On a cessé de répéter qu'au Moyen Âge, le latin remplissait des fonctions expressives dont le français se montrait incapable. Chacune des langues exerçait sa fonction propre dans la société sans qu'elle soit interchangeable. En 1986, dans mon premier livre, Parler vulgairement, j'ai moi-même proposé que cette situation correspondait bien à ce que les linguistes appellent la diglossie. Mon regard était biaisé par celui des universitaires médiévaux. Je répétais leur discours, je répétais ma source. Je lisais les textes, je percevais la réalité linguistique du rapport français-latin. Je le percevais, je l'interprétais à la lumière de ce que me disaient les universitaires médiévaux. Je ne percevais pas cette réalité que le latin et le français vivaient en symbiose, même en milieu scolaire. Et c'est pourquoi je vais conclure en disant, et je vais dire que ça vous serve d'exemple, j'ai été longtemps trompé par mes sources. Et je n'ai pas été le seul. On a répété ça. C'est tout récemment que là, on commence à se dire à constater cette symbiose et que, en fait,
le latin et le français étaient dans des rapports de proximité très proches, et que je pense toujours que dans la tête de quelqu'un qui est formé dans le système universitaire du Moyen Âge, la cloison entre les deux langues était très, très, très perméable, et que je me demande, on le voit parfois dans des lapsus calami, que à certains moments, je ne sais plus s'ils savaient dans quelle langue ils étaient. Bon, évidemment, c'est pour le cas du français, et là, ça s'adapte sans doute beaucoup moins bien au tchèque, mais vous voyez, il faut faire attention comment l'anglais, qui est pourtant une langue germanique, a été complètement contaminé par le latin et le français, et le reste jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette situation de langue en contact, et qu'il faut en être bien conscient lorsqu'on se penche sur les sources médiévales. Je vous remercie.